Donc, nous sommes heureux de vous retrouver ici donc, pour les 94e réunions scientifiques de la SFODF. Donc, nous allons vous présenter effectivement ces recommandations sur la contention. Alors, dans notre pratique, il existe de nombreux dispositifs qui sont à la disposition de l'orthodontiste. Il n'y a pas de consensus, tant sur leur efficacité que sur l'indication de chaque dispositif. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme la contention ? La définition du dictionnaire d'orthodontologie de la Société française d'ODF est que c'est l'ensemble des moyens, procédés ou dispositifs qui contribuent à maintenir le plus longtemps possible les dents dans la position et les arcades dans la forme donnée par le traitement. Il faut que cela soit passif. Alors, ici, par exemple, pour ce cas, il y a plusieurs types de contention qui peuvent être réalisés. Donc, par exemple, on pourrait utiliser un dispositif de contention collé, 4 dents du haut, 6 dents du bas. Mais on peut imaginer d'autres dispositifs. Par exemple, à la mandibule, une contention qui serait collée sur 6 dents, de canine à canine, sur chacune des dents. Une contention qui serait collée, par exemple, sur uniquement les canines. Une contention fibrée, des dispositifs tels Mémotène, puis il y a d'autres possibilités, par exemple des cavaliers d'Abjan, etc. Au maxillaire, on pourrait imaginer donc des fils 4 dents, des fils 6 dents, et puis pas de fil du tout. Alors, pour les dispositifs amovibles, c'est pareil. On peut imaginer une gouttière thermoformée, une plaque d'olé, mais ce n'est pas uniquement les dispositifs qui existent. Les pratiques, dans notre pratique, elles sont hétérogènes. En effet, la gouttière thermoformée elle est plébiscitée et utilisée au maxillaire par 2/3 des orthodontistes français, en comparaison avec la plaque d'olé qui, elle, est utilisée par un orthodontiste français sur 5. Alors, il y a des dispositifs qui carrément sont très utilisés en France et qui sont très peu utilisés donc, aux États-Unis. Par exemple, l'enveloppe linguale nocturne, qui est un dispositif très français. Son utilisation n'est carrément pas rapportée aux États-Unis. Elle est utilisée en France en routine par un orthodontiste sur 10 et occasionnellement par un orthodontiste sur 3. Le positionneur, lui, est utilisé par un orthodontiste sur 3 et pareil, pas utilisé du tout aux États-Unis. Donc, que faire ? Il y a aussi la question du fil, pour laquelle, même à l'international, il n'y a pas réellement de consensus. 4 orthodontistes français sur 5 réalisent une contention 6 dents mandibulaires en fin de traitement, contre un orthodontiste américain sur 2. Donc en réalité, ça veut dire qu'il y a donc un orthodontiste américain qui n'utilise pas le fil de contention 6 dents mandibulaire, qui est souvent ici considéré en France comme le fil entre guillemets standard. Alors concernant le fil de contention maxillaire, eh ben, ils ne sont pas tant utilisés que ça. Quand on écoute des conférences, on a l'impression que c'est systématique. Le fil de contention maxillaire, le fil de canine à canine, il est utilisé par 15% des orthodontistes français. Le fil qui va d'incisive latérale à incisive latérale est utilisé en routine par un orthodontiste sur 4. Donc, certains praticiens cumulent, pour certains cas ou systématiquement, le fil collé et les contentions amovibles. Donc c'est une chose, ce que réalisent les praticiens. Maintenant, la question, c'est que dit la littérature et aussi la confrontation entre l'expertise et la littérature. La SFODF, en tant que société savante, a décidé de réaliser des recommandations du coup, sur la contention. Nous avons suivi un protocole de réalisation qui a été établi en 2000 par la Haute Autorité de Santé. Ce protocole il nous a amené à consulter différentes banques de données bibliographiques, comme vous pouvez le voir, PubMed, la Cochrane, ainsi que les sites internet de différents organismes internationaux, pour pouvoir identifier tous les documents qui pourraient aider à répondre aux questions cliniques que nous avions établies. La recherche elle a été limitée aux publications en français et en anglais, de janvier 2012 à février 2022 pour les méta-analyses, les revues systématiques de la littérature et les autres études contrôlées randomisées. Cela nous a permis d'identifier 652 articles, mais seulement 53 répondaient aux critères d'inclusion et ont donc été retenus. Alors, il faut savoir que c'est un sujet qui évolue en permanence, mais aussi parce qu'au niveau de l'industrie, il y a une évolution permanente. Donc, il y a des recommandations qui avaient été proposées par les Écossais en 2013. Il y a une revue qui a été faite en 2016 par la Cochrane. Il y a des recommandations néerlandaises qui ont été proposées en 2019. Il y a des recommandations américaines qui elles-mêmes ont été actualisées en 2021. Comment s'articule un travail de recommandation? Donc ici, c'est une société savante, donc la SFODF, qui a initié le travail et qui a constitué un comité de pilotage pour mener à bien ces recommandations. Donc cela s'articule en gros en 4 grandes parties. Tout d'abord, le cadrage du thème. Après une réunion avec le comité de pilotage, qui était ici composé du Dr Olivier Sorel, qui est professeur des universités, du Dr Sarah Chauty, maître de conférence des universités, et de moi-même, interne en 3e année à Lyon. Nous avons défini à ce moment-là que les questions cliniques auxquelles répondraient ces recommandations, avec l'aide de Madame Françoise Saint-Pierre, qui est une méthodologiste aguerrie à ce type d'exercice.
Ensuite, on a pu commencer la phase de revue systématique de la littérature et de synthèse des données pour rédiger l'argumentaire et une première version de ces recommandations. L'ensemble a ensuite été soumis à un groupe pluridisciplinaire d'experts orthodontistes dans le domaine, qui était le groupe de travail. Une réunion avec ce groupe de travail elle a permis une première validation de ces recommandations et de l'argumentaire. Ensuite, un groupe pluridisciplinaire de relecture composé d'ODF, ODMF, omnipraticiens, parodontologistes, occlusodontistes. Il pouvait avoir une pratique libérale, hospitalière. Ce groupe a réalisé une relecture externe du document pour pouvoir être représentatif de tous les acteurs de la contention. Et une fois que leur réponse avait été reçue, nous avons pu finaliser et enfin diffuser ces recommandations. Donc il y a plusieurs recommandations qui ont été établies, mais elles ne se valent pas toutes. Voici donc ici les différentes gradations possibles pour chaque recommandation. La gradation, elle peut aller du grade A, qui correspond à la preuve scientifique établie, jusqu'au grade C, qui correspond à un faible niveau de preuve. Quand il n'y avait pas de littérature disponible, les recommandations elles ne sont pas gradées, mais elles sont fondées sur un accord professionnel que vous voyez ici dans la ligne AE, qui correspond à accord d'experts. Cela ne suffit pas pour autant que ce ne soient pas des recommandations qui sont pertinentes et utiles. Cependant, cela doit inciter à engager des études complémentaires. Alors systématiquement, quand vous lisez des recommandations, je vous invite à bien regarder le niveau de preuve qui est établi. Une recommandation accord d'expert, ça n'a rien à voir avec une recommandation même de grade B ou C. Dans notre profession, il faut savoir que les recommandations de grade A, à ma connaissance, n'existent pas parce que nous ne disposons pas d'études assez puissantes ou avec peu de biais. Donc voilà. Donc en tout, dans le cadre de ces recommandations-là, 40 recommandations de bonne pratique ont pu être rédigées. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. À la mandibule, est-ce qu'il faut plutôt utiliser une contention amovible ou plutôt une contention fixe? Alors là-dessus, la littérature est claire. À la mandibule, la stabilité est meilleure avec les contentions fixes qu'avec les contentions amovibles. Du point de vue du patient, les contentions fixes sont globalement considérées comme plus confortables que les contentions amovibles. À la mandibule, la question aussi, c'est est-ce qu'il vaut mieux un fil de contention collé sur les 6 dents ou alors un fil de contention collé uniquement sur les canines, puisqu'on vous a montré que finalement ces dispositifs de contention collés uniquement sur les canines sont très utilisés en France. Vous avez vu que dans certains pays, ils sont beaucoup moins utilisés. Alors là, ça dépend. Ce qui a été mis en évidence par la littérature, c'est une recommandation de grade C qui dit que la contention fixe collée sur les 6 dents antérieures mandibulaires elle est plus efficace pour maintenir l'alignement des incisives, au moins à court et à long terme. C'est pourquoi un accord d'experts a aussi été émis qui dit que la contention fixe collée seulement sur les canines mandibulaires, elle est à réserver à des cas qui présentaient initialement de faibles malpositions incisives mandibulaires. Cependant, les contentions fixes collées sur les 6 dents antérieures, donc les contentions 6 dents, ont un taux d'échec, quand on parle d'échec, c'est les fractures, les décollements, qui est supérieur à celles qui sont collées uniquement sur les canines. Ça tombe sous le sens. 3 fois plus de dents collées, 3 fois plus de risque de décollement. Du point de vue maintenant des patients, et là c'est une recommandation de grade C, les contentions en acier inoxydable monobrin, donc uniquement collées sur les canines, donc sont plus confortables que les contentions fixes collées sur toutes les dents antérieures de canine à canine. Pourquoi? Parce que les patients trouvent qu'il y a, enfin globalement, et les patients, moins de décollement, moins de rétention de plaques dentaires et de tartre, moins d'urgence, et que quand il y a une urgence, elle se voit immédiatement. Donc vous voyez, il va falloir trouver la balance entre chacun des points. Voilà, donc on voit qu'il n'existe pas réellement de contention qui est adaptée à toutes les situations. Maintenant, quelle contention choisir pour les patients qui ont des antécédents de maladies parodontales? Alors, il existe donc les contentions fibrées qui sont quelquefois utilisées pour les patients qui ont des mobilités importantes. Alors, le problème de ces contentions, c'est qu'aujourd'hui, elles ont un taux d'échec rapporté qui est élevé et qui est très variable puisqu'il s'étend de 11% à 71% en fonction des études. Donc là aussi, fracture, décollement. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une rigidité importante des contentions, parce qu'il faut qu'elles soient suffisamment rigides pour maintenir des dents qui sont mobiles, mais que si elles sont très rigides, ça veut dire qu'elles ne vont pas pouvoir accompagner les petits mouvements physiologiques ou un tout petit peu plus dans ce type de pathologie. Et puis parce qu'il y a une grosse variabilité interopérateur avec un protocole de mise en place qui est complexe. Donc ce qui ressort de la littérature, et là c'est uniquement un accord d'experts, c'est que pour les patients avec antécédents de parodontite, une contention fixe sur toutes les dents antérieures de canine à canine, contention 6 dents, peut être indiquée
après le traitement orthodontique. Mais il n'y a pas de précision sur le type de contention. Et deuxième point, et là c'est une recommandation de grade C, les contentions fibrées semblent moins favorables au maintien de la santé parodontale que les contentions fixes métalliques, notamment à cause de leur design. Vous voyez, là aussi, il va falloir mettre en balance les différents problèmes. Maintenant, au maxillaire. Est-ce qu'il faut plutôt utiliser gouttière, plutôt fil de contention, plutôt les deux? Comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aux praticiens. Alors, concernant la stabilité au maxillaire, que dit la littérature? Elle dit, et là c'est une recommandation de grade C, c'est que la stabilité est comparable avec les contentions fixes et avec les contentions amovibles. Cela dit, et là aussi recommandation de grade C, les contentions fixes maxillaires sont recommandées chez les patients qui ont un haut risque de récidive des malpositions incisives. Après, il y a des praticiens, vous savez, qui utilisent, dans certains cas aussi systématiquement, et la contention fixe et la gouttière amovible. Oui, en fait, il y a une recommandation qui a également pu être émise sur ce point, et en fait, elle dit que les contentions mixtes, donc collées plus amovibles, elles peuvent être mises en place pour les cas à haut risque de récidive. Cela évite donc les récidives en cas de défaillance du dispositif fixe. Ça donne aussi aux patients un délai supplémentaire au cas où la contention collée est décollée. Il peut mettre sa gouttière pour aller attendre jusqu'à la réparation de la contention fixe chez son orthodontiste. Maintenant, toujours au maxillaire, est-ce qu'il faut utiliser plutôt une contention 4 dents ou plutôt une contention 6 dents? Dans l'ensemble, ce qui ressort, c'est qu'au maxillaire, le taux d'échec il est plus important pour les contentions maxillaires 6 dents que pour les contentions maxillaires 4 dents. Ça paraît logique parce que plus il y a d'interfaces de collage, comme on le disait tout à l'heure, plus il y a de risques de défaillance de ces interfaces de collage. Alors, ce qui s'avère, c'est que quand il y a une fracture de la contention 6 dents au maxillaire, dans la plupart des cas, et ça vous avez peut-être observé de façon empirique, c'est que ça se passe entre incisive latérale et canine. La question pourquoi, est-ce que c'est parce que c'est le lieu de la suture du prémaxillaire? Est-ce que c'est parce que ce sont des groupes de dents différents? Est-ce que parce qu'au niveau occlusion, elles fonctionnent différemment? On ne sait pas. Mais c'est aussi quelque chose qui peut encourager à aller jusqu'aux incisives latérales dans certains cas. Cependant, les niveaux de preuve sur ce point, ils n'ont pas permis d'établir une recommandation sur ce sujet. Alors comprenez que quand on n'est pas sûr ou quand il n'y a pas un consensus suffisant, on ne se permet pas d'établir une recommandation parce que les recommandations, elles sont lues certes par les praticiens, mais elles peuvent être aussi lues par les patients et en cas de litige, elles peuvent servir de référence. Maintenant, concernant le syndrome du fil. Alors une question qui est de plus en plus d'actualité, on est passé historiquement du pas contention du tout à tout contention et on commence à voir qu'il y a des effets indésirables qui sont rapportés. Donc il y a une définition qui a été établie par Charavé qui dit que le syndrome du fil, ça consiste en des déplacements aberrants, inattendus, non désirés ou inexpliqués sur des dents toujours contenues par un fil de contention intact qui peuvent induire de façon progressive des complications dentaires, parodontales, fonctionnelles et ou esthétiques. Selon les études, cela semble moins arriver avec les fils rectangulaires et carrés, mais il n'y a pas assez de preuves scientifiques pour l'instant, en tout cas, pour pouvoir émettre une recommandation sur le type de fil qui cause le plus de syndrome du fil. Alors, en termes d'étiologie, il y a plusieurs théories qui ont été émises. Et il y a un article vraiment intéressant qui a été proposé donc, par Florence Roussari, qui est rapporté dans l'article de Caroline Charavé. On parle donc aujourd'hui d'une étiologie multifactorielle et encore mal connue, néanmoins de plus en plus. Accord d'experts, il est aujourd'hui recommandé de surveiller la réouverture d'espace, les mouvements aberrants, inattendus et inexpliqués, même si la contention n'est pas décollée. Et ça aussi, il faut l'expliquer aux patients, parce que le patient, il faut qu'il soit attentif aussi et qu'il puisse repérer un problème lié à la contention, parce que ça, le syndrome du fil, ça peut arriver longtemps après la période de suivi chez l'orthodontiste. Enfin, pour le suivi. Selon les praticiens et selon les études, il y a une grande hétérogénéité dans la durée de port des dispositifs amovibles. Ce qui ressort, c'est que c'est une recommandation de grade C. Le port des dispositifs de contention amovibles durant 8 à 10 heures par 24 heures, donc par jour, est suffisant. Alors, il y a une grande différence entre la vraie nécessité, au niveau clinique, de port de la gouttière et des dispositifs amovibles, et la réalité, peut-être parce que les praticiens ont tendance à surestimer. En tout cas, on a tendance à demander beaucoup trop, et peut-être que ça participe au fait, effectivement, qu'il y a cette différence. Maintenant, pour le suivi de la contention. Ce qui ressort, c'est toujours une recommandation de grade C qui dit que les 6 à 8 premiers mois de contention, ils constituent une période critique pendant laquelle le suivi orthodontique doit être régulier et rigoureux.
De plus, les dispositifs fixes, ils sont sujets à plus d'urgence que les dispositifs amovibles. Alors après, qu'est-ce qu'on recommande? Grade C, un suivi régulier, assuré par l'orthodontiste et conseillé pendant 1 an à 2 ans. Donc je vous dis en aparté, c'était que beaucoup dans la littérature, le gros risque, c'est les 6-8 premiers mois, et après la dépose de l'appareil actif. Une fois ces 2 ans passés, il y aura seulement une surveillance périodique qui peut être assurée par le chirurgien dentiste omnipraticien. Alors, le problème des recommandations, les recommandations, elles sont basées sur la littérature, donc c'est leur force et leur faiblesse, car on va s'affranchir des idées du praticien, donc des idées qui parfois peuvent être des idées des fois toutes faites. Par contre, certains dispositifs ne sont pas rapportés dans la littérature, principalement qui est essentiellement anglo-saxonne. Donc les études vont rapporter beaucoup d'habitudes qui sont par exemple celles des États-Unis. Par exemple, c'est typiquement l'enveloppe linguale nocturne qui n'est pas du tout rapportée. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon dispositif, parce que c'est trop pauvre en termes de publication. Pareil pour les contentions interarcades, il n'y a pas grand-chose dans la littérature, donc il n'y a pas grand-chose dans les recommandations. Voilà, gardez en tête que les recommandations elles sont valables à un temps T et elles sont basées sur la littérature qui est disponible à ce moment-là. Donc rien n'est figé et toutes les recommandations peuvent évoluer en fonction des études scientifiques qui sont à venir. Donc vous trouverez dans les sacoches l'ensemble des recommandations. Et merci pour votre attention et merci à toutes les personnes qui ont aidé à la réaction de ces recommandations.